Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission d'AQC TV Live. Aujourd'hui, deux sujets d'actualité. D'abord, le risque retrait-gonflement des argiles, comment mieux réguler l'humidité des sols argileux. Deuxième sujet, conserver la qualité du bâti ancien lors d'une rénovation thermique. Sommaire. Donc d'abord, les argiles. Les argiles, c'est un sujet sur lequel l'Agence qualité de construction travaille depuis de nombreuses années avec les professionnels. Je rappelle très brièvement la problématique. Certaines argiles gonflent quand elles sont humides et rétrécissent quand elles sont sèches. Donc il faut trois choses. Il faut un sol argileux sensible, il faut une différence d'humidité sous le bâtiment et il faut un bâtiment et son environnement inadapté. Alors je vous propose tout de suite que l'on se rende du côté de Bordeaux. On va retrouver notre déléguée régionale Catherine Laurent. Elle a été sur un sinistre avec Franck Béchade, expert construction. Alors Suzanne et Sylvain, vous avez fait construire votre maison il y a maintenant 6 ans, en 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Je me suis rendu compte qu'il y avait des fissures qui étaient apparues sur le coin de la maison. Donc on a pris des photos pour essayer de suivre. Et au mois d'août, nous avons vu que les fissures étaient beaucoup plus grandes. Donc nous avons contacté notre constructeur et le chef de chantier de l'époque est venu nous rendre visite. On a déclaré donc ce sinistre-là en octobre. Et un expert est venu constater assez rapidement. Il a vu les fissures évoluer très rapidement en fait, par rapport aux photos qu'on avait fait au mois d'août. Et donc c'est là qu'il a décidé de venir faire des investigations plus profondes autour de la maison. Il s'est concentré dans un premier temps à l'endroit où les fissures étaient les plus importantes. Donc il a fait un trou de la fondation pour descendre jusqu'en dessous du vide sanitaire. Il n'a trouvé que du sol sec. Ah d'accord, pas d'eau dans le vide sanitaire. Non, pas d'eau, okay. Pas du tout. Ensuite il est venu avec des caméras pour regarder l'état de décanalisation de tout à l'égout et des eaux pluviales. Donc pareil, pas de soucis de ce côté-là. Il a aussi fait la caméra dans le vide sanitaire pour essayer de voir s'il n'y avait pas une fuite d'eau aussi à ce niveau-là. Et toujours pareil, pas de problème d'infiltration d'eau ou de présence d'eau. Et on a fait une étude de sol. Donc on a eu des carottages tout autour de la maison. On a trouvé un sol très argileux. D'accord. Et ce qui a poussé un peu notre expert à regarder l'état de la maison, l'état de la construction, voir si l'assise de la maison dans ses fondations était bonne. Okay. Et il n'a pas vu de soucis particuliers sur ce point-là. Ce qui a été fait dans un premier temps, c'est qu'on a injecté de la résine comme celle-ci en fait, un échantillon. Et des injecteurs ont été mis tout autour de la maison, c'est-à-dire qu'on a creusé et on a mis comme des pailles en fait qui vont jusque dessous les fondations et on a injecté de la résine. Ce produit-là. Pour stabiliser, pour le. Ouais, stabiliser, surtout consolider le sol. Voilà, d'accord. Dessous les fondations. Et ensuite, les fissures ont été réparées, c'est-à-dire que les fissures horizontales ont été grattées et on a mis des agrafes à la verticale prises dans le mur. Maintenant, on a attendu que ça se stabilise pour pouvoir réparer l'enduit. On a recontacté notre assurance, pour leur stipuler que les fissures étaient réapparues. La première expertise avait regardé l'état de la maison, la construction, et n'avait pas vu de problème de structure par rapport à la maison. Ouais. Et donc un deuxième expert a été commissionné pour regarder l'environnement de la maison, pour s'attarder sur ce problème-là, parce qu'on n'avait pas de problème de construction. La première chose qu'il a regardé, c'est ce grand arbre-là, ce grand chêne qui est juste à côté de la maison. Ouais. Et on a fait une fouille sur le coin de la maison là-bas, et on a vu que les racines venaient déjà au contact des fondations. Il a préconisé de faire un écran anti-racine entre la maison et le chêne. Après, il a regardé donc, au niveau des eaux pluviales, on a fait une mise en charge des eaux pluviales, c'est-à-dire qu'on a bouché les eaux pluviales à la sortie et on a rempli la tuyauterie. Et alors? C'était pas du tout étanche. C'était pas du tout étanche, d'accord. Donc en fait, là, il a décidé de tout refaire, pour faire toutes les eaux pluviales. Et après, il y a une évacuation. L'évacuation, oui. Et en plus, l'évacuation, on s'est rendu compte que le puisard qui était fait à l'époque n'était pas assez grand, en fait, était sous-dimensionné. Sous-dimensionné. Ouais, tout à fait. Donc là, pour éviter tout ce genre de soucis, au lieu de faire un puisard, on a fait des casiers pour récupérer ça. À la bonne dimension. Tout à fait. Alors là, on est en amont de la maison. Qu'est-ce qui a amené l'expert à étudier cette partie-là? En fait, il a été marqué par une remarque que je lui ai faite quand la première fois où il est venu, c'est-à-dire que quand il pleut,
En fait, quand il pleuvait, on s'était aperçu qu'il y avait une inondation au niveau du tabouret et tout à l'égout. Donc, qui est un peu en aval de la maison. Ce qui se passe, c'est qu'on a la tranchée qui amène jusqu'à ce regard-là, avec toutes les tuyaux et les gaines qui passent ici. En fait, l'eau est drainée dans cette tranchée-là jusqu'à la maison. Et après, était redrainée aussi en amont, un petit peu sur le côté de la maison, avec le tout à l'égout qui suit en fait toute la maison comme ça. Et comment étaient traitées ces arrivées d'eau en amont là? Il y avait, Alors en fait, c'est là où il y a eu un souci, c'est qu'il n'y avait pas de traitement à ce niveau-là. En fait, la tranchée drainante qui devait être mise en place n'avait pas été faite. D'accord. Bah, c'est chose qu'il a fallu quand même qu'on répare, et donc on a mis en place une tranchée drainante là, sur tout le long de la maison, et qui a été raccordée au taux pluvial en même temps de leur réflexion. À l'œil, on ne voit quasiment plus les fissures. D'accord. Et au début de la deuxième expertise, en fait, des jauges avaient été placées sur les fissures. Les jauges de suivi d'évolution des fissures. Et là, depuis 15 mois, même avec la sécheresse de 2022, la maison ne bouge plus. 15 mois, c'est fini. 15 mois, c'est fini. Bonjour Franck. Bonjour Catherine. Alors tu es expert spécialiste. Alors quels sont les enseignements à tirer de cet exemple? Cette maison et ces 2 sinistres sont un très bon cas d'école, puisque le constructeur a donné de très bons gènes à cette construction. On a une structure qui est renforcée par des sous-bassements rigidifiés. On a une adaptation au sol, c'est-à-dire un ancrage dans le bon sol qui a été fait très correctement via des redans. Et ça, c'est suffisamment rare pour le signaler. Et en dernier point, on a un encastrement, c'est-à-dire une protection au retrait gonflement qui est bien supérieure aux préconisations de la loi Elan, puisqu'on a 1,40 m de protection. Et malgré cela, on a eu des mouvements 2 fois de suite. D'accord. Et comment les expliquer alors? Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir lorsqu'on construit sur sol argileux? Bien sûr qu'il y a des points de vigilance quand on construit en terrain argileux ou quand on procède à une expertise ou des travaux de reprise. Dans l'ordre d'occurrence, on va dire, il faut absolument avoir les 4 protections horizontales que je vais décrire. La première, c'est d'avoir des réseaux parfaitement étanches, aussi bien eau usée qu'eau pluviale. Le deuxième, c'est d'avoir, quand on a un terrain en pente, de capter les eaux de ruissellement et des réseaux comme on a ici, en amont de la construction par une tranchée déportée. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, quand on a de la végétation comme on a ici, mettre en place un écran anti-racine. Et le quatrième, comme ça a été fait ici, postérieurement à la reprise des sinistres, mettre en place une imperméabilisation périmétrique, comme ici ça a été fait par un trottoir ou un enrobé en amont de la construction, ou avec une autre solution qui existe aussi en mettant une imperméabilisation périmétrique par une membrane. On stabilise complètement les constructions. Très bien, merci Franck pour cette analyse. Merci Catherine Laurent, déléguée régionale de l'Agence Qualité Construction à Bordeaux. J'accueille Virginie Merlin. Virginie, tu es responsable de projet à l'Agence Qualité Construction sur les risques naturels. Alors, j'ai une question. Est-ce que ce risque s'aggrave? Alors en fait, il faut distinguer 2 cas. D'une part, le neuf. Et dans le neuf, les données que nous recueillons via la base SICODES montrent qu'il y a plutôt une amélioration, c'est-à-dire une baisse de la sinistralité liée au retrait-gonflement des argiles. Donc plutôt le système décennal. Voilà. Et d'autre part, l'existant. Il y a près de 10 millions de maisons individuelles qui sont actuellement en zone avec des argiles sensibles, une sensibilité de niveau moyen ou fort. Ce qui veut dire qu'avec le changement climatique et l'assèchement des sols, on risque d'avoir, pour un certain nombre de ces maisons, potentiellement de la sinistralité dans les années qui viennent. Alors que faire? Tu es parti du côté du CEREMA de Blois, rencontrer Lamine Igui-Lameur, qui fait un certain nombre de recherches dans ce domaine. Bonjour Lamine. Bonjour Virginie. Merci de nous accueillir aujourd'hui au CEREMA, donc dans vos laboratoires où vous faites des essais sur le retrait-gonflement des argiles et plus particulièrement sur la sensibilité des sols argileux à l'humidification. Tout à fait. Je vous emmène au laboratoire de mécanique des sols. Merci beaucoup, on y va. Vous faites apparemment des essais sur des sondes et capteurs. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui.
Alors, en fait, dans nos instrumentations in situ, on est amené à utiliser des sondes, des capteurs pour mesurer justement ce taux d'humidité des sols. C'est une expérimentation pour tester les différentes sondes, les différents capteurs d'humidité des sols qui existent sur le marché. Donc ça, c'est un échantillon de sol argileux très plastique qu'on a prélevé sur le in situ. Ensuite, donc, on met en place les sondes et le capteur. Voilà, différents. Comme vous pouvez le voir ici, il y a différents types de sondes et de capteurs d'humidité des sols. Et ensuite, donc, on enregistre les données en continu et en temps réel et qu'on va comparer plus tard avec les données qui sont issues de la balance, puisque la balance va nous donner donc la perte de masse. Vous avez certainement aussi d'autres études peut-être en cours que vous pouvez évoquer avec nous, d'autres sur les argiles sensibles? Tout à fait, à l'échelle du laboratoire, on travaille sur d'autres principes, d'autres procédés. Donc ici, nous sommes sur un site où vous faites une expérimentation à l'échelle 1 sur la réhumidification des sols argileux. Tout à fait. Le CEREMA a développé un procédé qui s'appelle MAC, maison confortée par humidification, qui a été testé sur une première maison entre 2016 et 2020 sur un autre site. Et aujourd'hui, on est sur un nouveau site où on démarre donc un nouveau projet pour améliorer le dispositif et l'éprouver, vérifier sa reproductibilité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette maison? Oui, alors la propriétaire de la maison a acheté sa maison en 2020. Quand elle a acheté sa maison, elle ne connaissait pas le phénomène de retrait-gonflement ni l'impact de la sécheresse sur les maisons. Donc, en faisant une recherche sur Internet, elle est tombée sur nos articles, nos productions. Et est-ce que vous avez tout de suite instrumenté et commencé l'expérimentation? Alors non, il y a une première phase. Alors, la propriétaire a pris en charge les travaux, on va dire des premiers travaux pour vérifier la gestion des eaux autour de la maison, comme par exemple le renouvellement à neuf du réseau d'assainissement et puis la suppression de la végétation qui était trop proche des façades de la maison. Et ensuite, donc, nous sommes venus. Dans un premier temps, nous avons fait des reconnaissances géotechniques initiales pour connaître le sol qui se trouve ici au niveau des fondations, que les fondations sont vraiment dans l'argile plastique qui est sujette à ce phénomène de retrait-gonflement. Donc là maintenant on peut aller voir un petit peu les sondes et autres choses que vous avez mis en place. Alors le principe de la réhumidification contrôlée et ciblée de l'état hydrique du sol, c'est de récupérer l'eau de pluie. Donc c'est ce qu'on fait à travers cette cuve de 5 mètres cubes qui est enterrée. Donc on récupère les eaux de toiture. On la stocke pendant la période humide et pendant la période de sécheresse, on la diffuse d'une manière contrôlée et ciblée grâce à ces points d'humidification qui sont disposés autour de cette façade sud qui est la plus exposée à l'ensoleillement. On humidifie quand on sait que le sol est sec et a besoin d'apport en eau grâce à ces capteurs, c'est des tensiomètres qui nous indiquent le taux d'humidité des sols. Ce système est accompagné d'une instrumentation, donc c'est des capteurs de déplacement, c'est des fissuromètres qu'on a positionnés sur des fissures existantes. Ces capteurs et ces fissuromètres vont nous permettre de savoir comment évolue la fissure pendant la période de sécheresse quand on fait la réhumidification des sols. Donc ça nous permet de voir, c'est un moyen qui nous permet aussi de voir l'efficacité du procédé. Et vous avez tout un système de pompe alors qui vous permet après d'alimenter tout le réseau qui est enterré autour de la maison. Tout à fait, donc une électrovanne qui se trouve dans la pièce derrière moi pour contrôler à quel moment on fait la réhumidification des sols. Alors ici, la mine, on est sur la dernière installation importante que vous avez faite sur ce site, derrière la maison que nous venons de voir. C'est une station météo, vous pouvez nous dire ce qu'elle mesure? Alors, c'est vrai que pour compléter l'instrumentation de tout le dispositif, nous avons besoin d'installer une station météo pour avoir des données météorologiques locales, propres à la parcelle, à savoir la température, l'humidité de l'air, les précipitations aussi, et un capteur d'humidité des sols qui est planté à 50 cm de profondeur. Voilà, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est comment on cherche des solutions d'adaptation au changement climatique. On a besoin de corréler comment le sol se comporte ou apporte sa réponse vis-à-vis de telle ou telle sollicitation hydrique. C'est ces sollicitations hydriques qu'on essaie de capter à travers cette station météo pour compléter le dispositif. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ressource principale en eau du dispositif MAC est l'eau de pluie. Et comme on l'a vu pendant cet hiver, une sécheresse hivernale, ça peut être amené à manquer. Et donc, on travaille à l'échelle du laboratoire sur une alternative, c'est la réutilisation des eaux usées domestiques. Retour sur le plateau d'AQC TV Live avec Virginie Merlin de l'AQC. Que fait l'Agence Qualité Construction actuellement sur ce risque? Alors, nous accompagnons les acteurs de diverses manières.
On peut déjà citer par exemple une étude en cours actuellement sur le drainage périmétrique. D'autre part, on travaille également à des documents afin d'informer à la fois le grand public et les professionnels. On vient d'éditer en fait une plaquette sur les fondations superficielles et on participe aussi à diffuser l'information auprès des différents acteurs de la construction par le biais de webinaires. Donc on va participer tout à fait prochainement à un webinaire avec le CSTB et également avec Qualitel sur le sujet. Et enfin, pour finir, on va prochainement avoir un MOOC qui s'intitule « Bâtiment, risques techniques et naturels, comprendre et agir ». Donc, l'agence Qualité Construction au cœur des impacts climatiques sur les constructions. Merci Virginie Merlin pour ces précisions. Restons dans l'actualité. Passons à notre deuxième sujet, conserver la qualité du bâti ancien lors d'une rénovation énergétique. Pour évoquer ce sujet, j'accueille Élodie Eberlé. Bonjour Élodie, vous faites partie du CREBA. Dites-nous quelques mots sur le CREBA. Le CREBA, c'est le Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. C'est un centre de ressources que le CEREMA, donc, dans lequel je travaille, a créé il y a quelques années avec de nombreux partenaires, dont l'agence Qualité Construction. Et donc dans ce centre de ressources, ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir la réhabilitation responsable et énergétique du bâti ancien. Alors comment on fait, quels sont tout de suite les grands principes d'une rénovation d'un bâti ancien et d'une rénovation thermique? Est-ce qu'il n'y a pas un peu contradiction? Alors non, il n'y a pas vraiment de contradiction. On peut tout à fait faire de la performance énergétique sur du bâti ancien. Ça demande quelques aménagements. Alors, premier point, il faut respecter la valeur patrimoniale de ces bâtiments qui ont tous un intérêt, même s'il n'est pas forcément flagrant. Voilà. Mais un intérêt esthétique, déjà, un intérêt en général. Esthétique, voilà. Un intérêt touristique, si on va même plus loin. De nos petits villages. Voilà, on n'est pas non plus... Le bâti ancien, pour nous, c'est pas uniquement Versailles, les monuments historiques, c'est aussi les bâtiments plus traditionnels et plus modestes. D'accord. Donc cet intérêt patrimonial, il faut le conserver. Le deuxième point est beaucoup plus technique, puisque sur ces bâtiments anciens, on a souvent des matériaux qu'on dit respirants, sensibles à l'humidité. Et donc ça implique que les matériaux isolants qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes que sur du bâtiment en parpaing ou en ciment. Soit bien adapté. Alors je vous propose qu'on parte du côté de l'Alsace. On va retrouver notre délégué régional Bertrand Chauvet, qui a rencontré un architecte, Rémi Claden de Pouche Architecture. Nous voici arrivés à Largitzen, donc 30 minutes de voiture depuis la gare de Mulhouse. Nous avons pris le temps de manger une carpe frite qui est une spécialité locale. Et nous voici devant cette très belle rénovation d'une maison. Rémi Claden, d'abord dans quel état était cette maison quand tu l'as vue pour la première fois? Alors dans son jus. Dans son jus, c'est-à-dire? Ça faisait 100 ans qu'elle avait été, on va dire, reconstruite suite aux dégâts de la guerre, hein, dont on a pu trouver pas mal de traces encore sur le bâtiment, dans le pan de bois, à différents endroits. Elle n'avait quasiment pas été touchée depuis cette époque-là, donc ça faisait à peu près 100 ans qu'elle avait été rénovée. Et du coup, c'est plus ou moins paradoxalement le meilleur état dans lequel on peut trouver une maison, puisque finalement on n'a pas eu d'ajouts très peu d'ajouts qu'on doit supprimer, et on peut repartir, on va dire, de la base. On a fait une étude globale, une étude thermique, une évaluation thermique de l'existant. Bon, naturellement avec les remplissages qui avaient été refaits en briques dans les années 20, et voilà, on n'est pas forcément sur des performances extraordinaires, hein, mais ça on s'y attend aussi. Et après c'est de fixer un peu l'objectif. On était parti sur un facteur 4, hein. On avait évalué disons les déperditions à 280 kWh/m², et on s'est dit bah, tiens, on va se fixer un objectif à 70. Après on travaille justement sur des compositions de parois, mais aussi en regardant de manière à ne pas non plus perdre trop de surface à l'intérieur, voir comment on peut à la fois avoir quelque chose de très homogène, traitant vraiment l'ensemble de l'enveloppe, y compris les ponts thermiques, et finalement pouvoir en garder l'usage, notamment
la clarté des pièces et puis la surface disponible. On arrive à quelle performance énergétique aujourd'hui ? On arrive à 53 kWh par mètre carré an. D'après les calculs, après il faut comparer ça naturellement aux consommations, mais apparemment on est dans cette tranche-là, c'est-à-dire au-delà d'un BBC9 pour l'Alsace. Laura, Mathieu, merci de nous accueillir chez vous dans cette très très belle maison du Sungo. Donc ça fait combien de temps que vous avez emménagé maintenant dans cette maison ? 2017. Et au quotidien, ça se passe comment ? Parce que c'est souvent cet enjeu-là, comment est-ce qu'on réussit à avoir un confort de vie, une performance énergétique dans du bâti ancien ? Comment est-ce que vous vivez dans cette maison au quotidien ? Très bien, en t-shirt. On n'a pas besoin de mettre de pluie. Il y fait bon, je peux dire qu'il y fait bon, oui, effectivement. Bah nous, c'est notre première maison. Donc on n'a pas vécu dans d'autres maisons, mais on vit comme dans toute autre maison en fait. Hein. Pour nous, c'est notre maison normale. Il n'y a pas de courant d'air, il fait pas froid. Non, tout est bien proportionné. Et je vois, c'est assez lumineux aussi, ce qui peut être un peu atypique pour du bâti de cette époque-là. C'est ce qui marque assez souvent les gens hein, quand ils voient la maison de l'extérieur, qui fait vraiment la vieille maison alsacienne. Quand ils rentrent dedans, ils sont assez marqués par le fait que qu'il y a de la lumière. On a quand même de la hauteur sous plafond, mais... C'est pas la petite maison sombre. Retour sur le plateau avec Élodie Berlet du CREBA. Élodie, est-ce qu'il y a des obligations légales spécifiques par rapport à ce bâti ancien ? Alors spécifiques, non, pas vraiment. Il y a quelques obligations réglementaires, notamment celles qui sont sorties en 2023, qui concernent les bâtiments qui ont un DPE F ou G, mais ça concerne n'importe quel bâtiment. D'accord. Et est-ce que c'est plus coûteux de faire une rénovation énergétique sur ce type de bâtiment un peu ancien ? Alors malheureusement, aujourd'hui, oui, c'est plus coûteux, mais il est intéressant de diviser ces coûts en deux. Premièrement, il y a les coûts de réhabilitation un peu lourdes de ces bâtiments. C'est des bâtiments qui parfois n'ont pas été aménagés récemment, ou alors ont été aménagés mais d'une mauvaise manière. Donc il faut tout reprendre. Voilà, il faut tout remettre à niveau. C'est pas propre au bâti ancien, c'est parce qu'on ne l'a pas fait les travaux depuis des dizaines d'années. C'est ça, mais c'est quand même quelque chose dont il faut avoir conscience avant de se lancer dans un projet de réhabilitation énergétique d'un bâtiment ancien. C'est un petit peu plus coûteux. Donc il faut trouver des compromis, il faut trouver un optimum. Voilà, effectivement. Et après, sur ce qui concerne la rénovation énergétique, oui, on peut trouver des optimums. On peut déjà essayer de faire de la rénovation par étapes, bien que ce ne soit pas ce qu'il y a de mieux au niveau technique, mais... Il faut commencer. Voilà, il faut commencer. Et justement, alors, quels sont les grands points d'attention pour faire cette rénovation ? Les points où il ne faut pas se tromper. Les points où il ne faut pas se tromper, alors, le choix des matériaux. Alors ça, c'est sûr qu'on va préférer des matériaux isolants qui ont à peu près les mêmes propriétés que le bâti ancien, donc des matériaux isolants de type béton de chanvre, de cellulose, en général biosourcés ou alors minéraux. Comme dans tout projet de réhabilitation aussi, la mise en œuvre, la qualité de la mise en œuvre, ça fait beaucoup sur la qualité du projet, évidemment. Et après, les autres compromis qu'on peut faire, on peut aussi réfléchir à un usage plus raisonné du bâtiment. Si on a une ferme de 300 mètres carrés, peut-être qu'on va occuper qu'une seule partie de la ferme et dans ce cas-là, pouvoir séquencer les travaux de cette manière. D'accord, donc une conception très importante là-dessus. Vous parlez de l'importance de la mise en œuvre, comme partout, mais là, est-ce qu'on trouve les compétences spécifiques pour ce type de bâtiment ? On les trouve facilement ? Alors, on les trouve, je ne dirais pas facilement, puisque sont souvent des entreprises qui ont elles-mêmes du mal à recruter, qui ont du mal à trouver des professionnels compétents pour les aider sur les chantiers. Mais le savoir-faire existe. Maintenant, il gagnerait à être plus développé. Plus développé, voilà. Oui, qu'on trouve un petit peu plus de personnes. D'accord. On a été informé aussi, autre question, sur un appel à projet du ministère de la Culture. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Alors, cet appel à projet s'appelle Palmarès XXe siècle. Donc, il concerne, contrairement à CREBA, les bâtiments qui ont été construits après 1948 avec un intérêt patrimonial. Donc, ce sont des bâtiments, souvent
je ne vais pas dire mal aimés, mais en tout cas, leur intérêt architectural est moins flagrant qu'avant 1948. Et donc, le ministère de la Culture a missionné le CEREMA pour réaliser ce palmarès, et qui va consister également un retour d'expérience sur les différents candidats et comment ces candidats ont introduit la performance énergétique dans ces bâtiments patrimoniaux. D'accord, donc toute information sur notre site en dessous de la vidéo. Merci Élodie Eberlé pour toutes ces informations. Maintenant, je vous propose une page d'information autour de notre revue Qualité Construction. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur l'accessibilité universelle au cœur des projets des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un point sur les phénomènes retrait-gonflement des argiles, une enquête sur la mise en œuvre du décret tertiaire, un focus sur le confort acoustique, grand oublié de la RE 2020, et enfin un sujet sur l'audit énergétique réglementaire applicable depuis le 1er avril 2023. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site l'article sur les réseaux de chaleur, un levier majeur de la transition énergétique. Face à la hausse des prix de l'énergie, ils apparaissent plus que jamais comme une solution économique et écologique avec des prix stables et compétitifs. Retrouvez toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission d'AQC TV Live, c'est la Minute Membre AQC. Avec nous, Ghislaine Verriest, vous êtes directrice générale de l'AFP-CNT. Eh bien, dites-nous un peu ce qu'est l'AFP-CNT. AFP-CNT, Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, c'est une association loi 1901 qui a une vingtaine d'années d'existence et qui œuvre, comme son nom l'indique, à la prévention des risques majeurs en France et à l'international avec l'organisation de réflexions, de débats, d'échanges de pratiques et de retours d'expérience au niveau national et international. Alors concrètement, votre rôle par rapport à la qualité des constructions? Alors depuis 2022, on est fortement investi dans le développement de la culture du risque, donc je dirais sur la qualité des constructions, on a un enjeu de sensibilisation des maîtres d'ouvrage et de l'ensemble des citoyens qui œuvrent à l'acte de construire. Et avec d'autres partenaires, on essaie également de travailler au niveau technique au mieux construire ou reconstruire après catastrophe ou face aux risques majeurs dans leur ensemble. Donc, vos travaux s'articulent assez naturellement avec ceux de l'Agence Qualité Construction. Quels sont les projets communs? Oui, alors tout à fait, ça s'articule parfaitement. On a pas mal de projets communs. Sur la montée en compétences des acteurs et la formation, on a pu travailler ensemble à ce qu'on appelle des MOOC, des formations en distanciel, sur la construction en zone feu de forêt, face au vent, à la neige, à la grêle, aux inondations par exemple. On a également travaillé sur la conjonction entre rénovation énergétique et résilience, avec notamment l'adaptation du dispositif REX bâtiment performant résilient. Résilient, par exemple en zone inondable. Et je crois qu'on va bientôt rédiger des fiches risques naturels face aux bâtiments. D'accord. Vos grands sujets d'actualité aujourd'hui, ou votre grand sujet d'actualité, quel est-il? Quels sont-ils? Alors aujourd'hui, on a pas mal de travaux de recherche et groupes de travail sur la reconstruction après catastrophe, comment intégrer finalement le retour d'expérience de catastrophes majeures. Je pense notamment à du risque sismique ou de l'inondation. Donc on a un chantier sur cet aspect-là, à la fois au niveau urbanisme et construction en elle-même. Et puis sur les Outre-mer, on travaille également sur la construction en zone multirisque et sur l'habitat et la construction insalubre ou défavorisée en zone à risque. D'accord. Et peut-être une autre question. Au début de l'émission, on a vu un reportage, et même deux reportages, sur les risques argile, retrait-gonflement des argiles. Si vous aviez un mot, peut-être deux mots, à dire aux professionnels, ça serait lesquels ?
Alors, pour être complètement pragmatique Oui. et assez courte, je pense que pour prévenir, il faut connaître. Donc, l'enjeu de connaissance est indispensable. Il existe aujourd'hui des cartographies qui sont accessibles, notamment sur le site GeoRisque. Et l'étude de sol est un préalable obligatoire et indispensable pour avoir des dispositions constructives adaptées. Et je dirais que le respect des règles de l'art, assez simple et de façon pragmatique, permet également d'éviter. Ensuite, il y a bien sûr un enjeu de gestion de l'eau, gestion des eaux pluviales, puisqu'on le sait que le facteur eau est très important sur ce gonflement des argiles, et ensuite l'éloignement de la végétation. Finalement, c'est assez simple, mais c'est un risque qui nous préoccupe aujourd'hui du fait de son ampleur et des coûts considérables pour la communauté. D'abord, connaître le risque. Merci Ghislaine Verriest pour toutes ces précisions. Cette émission touche maintenant à sa fin. Le moment de vous rappeler quelques informations. Vous allez trouver des liens intéressants en bas, en dessous de la vidéo. Prochaine émission d'AQCTV Live début juillet. D'ici là, vous pourrez choisir un des sujets par le biais des réseaux sociaux. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette émission, mais aussi remercier ceux qui sont à la technique, Eve Hing, Richard Audibert, Lionel Dos Santos. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site AQCTV. Merci et bonne journée.